Vous le savez déjà en partie, M. Rosengren enseigne à l'université d'Uppsala, avec laquelle le Collège de France a une convention déjà ancienne, qui est actuellement même en renouvellement, elle est à la signature, ça va continuer, et on a régulièrement des échanges et peut-être d'autres activités, parce que les invitations de ce type en cours d'année sont très difficiles à mettre en place s'il n'y a pas une journée entière avec des gens d'Uppsala et du collège. Il est très difficile de déplacer des foules, c'est toujours comme ça. Et c'est dans le cadre de cette convention, évidemment, que M. Rosengren parle aujourd'hui et la semaine prochaine. Mats Rosenberg n'est pas un inconnu à Paris. Certains le savent, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, il fréquentait diverses institutions parisiennes, rue Raspail, et entre autres des bibliothèques aussi, et entre autres le collège. Et je crois me rappeler qu'un ami commun nous a présenté l'un à l'autre dans une bibliothèque d'antiquité, puisque moi je suis antiquisant. Il a d'ailleurs à l'époque construit des relations avec des collègues français et continue de publier, de travailler avec eux, et ce qui l'a amené à faire des traductions en suédois de Michel Foucault, de Pierre Bourdieu, de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, entre autres Tzvetan Todorov et aussi Jacques Derrida, ce qui explique qu'il parlera en français. Donc bienvenue. Monsieur Rosengren est philosophe, mais comme il m'a dit, il est tombé par hasard dans la rhétorique, mais c'est essentiellement une réflexion sur tout cela. Il a étudié à Göteborg et puis il a ses premiers postes étaient aussi dans cette université, avant qu'il ne soit nommé à l'université Södertörn en professeur de rhétorique déjà, et puis finalement à Uppsala, où il a une chaire de rhétorique dans le cadre des études littéraires. Je passe sur les nombreuses distinctions et prix que ses travaux lui ont obtenus pour vous dire seulement qu'il a publié beaucoup sur les sujets dont il va parler et que l'on trouve aussi dans 2 livres. Le premier, qui a été traduit en français en 2011, porte sur la doxologie, essai sur la connaissance, et vous expliquera sur quoi porte la doxologie et en quoi M. Rosengren se distingue d'autres personnes qui ont travaillé sur la théorie de la connaissance. Un deuxième livre en anglais touche un domaine qui le passionne particulièrement, car il fournit un cas particulier où il peut observer à l'œuvre la théorie rhétorique de la connaissance, l'art pariétal préhistorique. Cave Art, Perception and Knowledge de 2012, ce dont il nous entretiendra la semaine prochaine. L'antiquisant que je suis est évidemment incompétent sur le plan de la théorie de la connaissance, ça me renvoie à mes années d'études, et à la connaissance aussi de l'art pariétal, mais il se réjouit d'entendre les considérations de Mats Rosengren sur l'élaboration d'énoncés scientifiques, par exemple en histoire, le problème se pose également, et sur la manière dont se construisent des consensus entre spécialistes et personnes dotées de bon sens, qui pourtant sont susceptibles d'être mises en cause par de nouveaux documents ou une prudence accrue sur les référents extra-scientifiques des consensus qui s'établissent. Donc je vous donne, au nom de mes collègues, je vous souhaite la bienvenue et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Jean. Et donc, merci d'être venu m'écouter cet après-midi. Je voudrais commencer par remercier l'Assemblée des professeurs du Collège de France, et surtout monsieur le professeur Léon Schied et aussi le professeur Jean-Pierre Point pour cette invitation. J'en suis très honoré et très heureux. Et la rhétorique est, comme vous le savez bien, traditionnellement vue comme la technique de persuader et convaincre par des moyens discursifs. Je vais faire un déplacement là. Je peux utiliser mon ordinateur aussi.
Et donc, persuader, convaincre par des moyens discursifs. Depuis Platon, elle a joué le rôle du mauvais autre dans les contextes scientifiques et épistémiques, tandis qu'elle a, en tant que pratique politique, souvent dominé la scène sociale. Ce n'est qu'au milieu du siècle dernier, notamment avec les œuvres de Scheim-Perelman, qu'on a vu se transformer la discipline contemporaine de la rhétorique comme une science d'argumentation. Depuis, on a assisté à une croissance rapide de l'importance de la discipline, dans les pays scandinaves, en Europe en général, comme aux États-Unis. Les rhétoriciens ont développé des théories de la situation rhétorique, comme Bitzer par exemple. Ils ont tenté d'intégrer et expliquer le dernier développement de techniques communicatives. Ils ont analysé des discours et écrits politiques et idéologiques, et ainsi de suite. La rhétorique académique du XXe siècle a pourtant, pour la plupart, resté dans les confins du discours. Mais depuis le début du millénaire, on assiste à un élargissement des domaines coutumiers de la discipline de la rhétorique. Il n'y a plus uniquement question de persuader ou de convaincre par des discours oraux ou écrits, ou même par des images fixes ou mobiles, mais de retrouver, voire de créer une autre manière d'articuler la création du sens social. Dans mes recherches récentes, prolongeant cet élargissement, j'ai essayé dans le sillage d'Hans Cassirer de sa philosophie des formes symboliques et aussi dans le sillage de Cornelius Castoriadis et de sa philosophie de l'autonomie et de la création, de lier la discipline moderne de la rhétorique à une philosophie de l'anthropologie. Mon point de départ consiste dans une tentative de formuler une théorie de connaissance qui soit fidèle aux enseignements et aux pratiques de la rhétorique, qui, comme vous le savez bien, transforme, consolide et renforce la doxa d'une société ou d'une discipline. Et si on pose, comme je le fais, que toute connaissance est humaine, et on va voir dans un instant ce que cela veut dire, il s'ensuit que toute connaissance est intrinsèquement doxique. Voilà la raison pourquoi je tente d'esquisser une théorie une autre forme d'enseignement de la connaissance, une doxologie. Et cette doxologie, je la vois comme un fondement pour cet élargissement de la rhétorique argumentative vers une rhétorique philosophico-anthropologique, focalisant surtout sur la création du sens social. De plus, mon souhait est qu'une approche doxologique permettra de donner droit de cité égal aux aspects théoriques aussi bien que pratiques de nos connaissances. Et non pas, comme si souvent dans l'épistémologie anglo-saxonne, exclure de la connaissance propre tout ce qui n'est pas possible de capturer dans une formule discursive. Nos compétences ainsi que nos pouvoirs doivent être considérés comme des parties intégrales de la connaissance propre. Pourtant, je ne défends pas une approche relativiste qui poserait qu'on ne peut rien savoir. Bien au contraire. Nous sommes tous conscients du fait que nous avons des aptitudes et des connaissances, et que celles-ci se distinguent de nos fantasies et de nos fantasmes. Nous avons tous besoin de faire la différence entre savoir et croire, et entre deviner et faire une conclusion. Je vais montrer plus en détail comment on peut envisager le processus d'objectivation doxologique dans les sciences humaines, ainsi que dans les beaux-arts. Pour fonder mes raisonnements, je prends appui dans deux lectures assez différentes, l'un à l'autre. L'une est une sorte de contre-lecture, donc dans ce cas contre Platon,
qui s'engage à élucider comment on pourra comprendre un fragment de Protagoras comme un point de départ pour une manière non épistémologique de penser la connaissance. L'autre lecture essaye de montrer comment l'épistémologie comparée de Ludwig Fleck peut être utilisée pour renforcer l'approche protagorienne afin d'en faire une doxologie contemporaine. Il ne s'agit donc pas ici de lecture ni philologique, ni historique, ni herméneutique dans le sens strict des termes. Il s'agit plutôt de lecture constructiviste, inscrit dans mon projet plus général de former une rhétorique philosophico-anthropologique. Et donc, je commence donc comme il se doit pour un rhétoricien comme moi, que je le suis quand même, dans l'Antiquité grecque, avec une discussion de Protagoras et son dicton de l'homme comme mesure de toutes choses. Puis je me tourne vers le XXe siècle et l'épistémologie de Ludwig Fleck pour approfondir mon analyse protagorienne de doxa. Pour finir, je présenterai quelques conclusions doxologiques sur nos connaissances humaines. Vous savez tous le papier avec les citations de Fleck. Je vais m'en utiliser dans une vingtaine de minutes, trentaine de minutes. Si vous savez, le papier, c'est bien. Donc, la voie que je tenterai d'explorer avec vous aujourd'hui débute par une question. Quel sens donner au fait que toute connaissance humaine est justement connaissance humaine ? Et en fait, je ne crois pas que personne ici ne mette en question que la connaissance soit humaine. Bien sûr que nos connaissances est formulée dans des langues différentes, liées à des pratiques et des rituels qui sont confectionnés et perfectionnés par nous, les êtres humains. Et dans ce sens-là, la connaissance est évidemment humaine. Mais je veux dire plus que cela. Même le contenu de nos connaissances est inévitablement connecté à nous autres humains, à nos capacités spécifiques ainsi qu'à nos corps physiques. Pour m'expliquer, je dois me tourner vers une distinction platonicienne qui informe toujours les débats épistémiques, celle d'entre épistémé et doxa. Comme vous le savez bien, Platon a contrasté l'épistémé, le savoir qui donne accès au monde comme elle est en réalité, immuable et éternelle, indépendant de l'homme, avec la doxa, ce qu'on prend pour connaissance, l'arrêté, évidence, le comme il faut dans une groupe, société ou culture. Et il a utilisé cette distinction pour montrer que la rhétorique ne donne que du pseudo-sagesse, pseudo-connaissance et pseudo-maîtrise du monde. L'épistémé a donc affaire au monde des formes. La doxa est liée au monde sensible, le monde de l'homme, le monde des hommes, qui, aux yeux de Platon, est moins réel et moins vrai. Et c'est Platon qui lui-même, dans l'un des tout premiers traités épistémologiques occidentaux de référence, la Théétète, a ouvert la discussion de la nature de la connaissance, notamment par une discussion du dicton de Protagoras, le principe de l'homo mensura. L'homme est la mesure de toutes choses, de celles qu'ils sont, du fait qu'elles sont, de celles qu'ils ne sont pas, du fait qu'elles ne sont pas. On voit ici, c'est peut-être la première fois que le concept d'un relativisme lié explicitement à l'être humain a été formulé. Toutes les raisons de s'interroger sur son contenu sont donc réunies. Ou plus exactement, toutes les raisons pour se demander quelle portée la parole de Protagoras peut avoir pour nous aujourd'hui. De nos jours, il est possible d'entendre les mots de Protagoras. Nous les percevons déjà à travers un grand nombre de formules et de tournures contemporaines. Grâce aux outils conceptuels qui nous ont fournis les réflexions épistémologiques du XXe siècle,
qui mettait en cause les notions reçues de la connaissance, de la subjectivité, de l'intentionnalité et de l'objectivité. On est aujourd'hui en mesure de vraiment développer et comprendre une telle position. La thèse de Protagoras est entrée sur la scène épistémique. Il est donc grand temps d'analyser le rôle qu'elle pourrait jouer. Regardons donc la formule de Protagoras un peu plus près. La première question qui se pose, c'est de quel homme peut-il s'agir ? Il paraît que tout dépend de l'interprétation qu'on donne au mot homme, en grec anthropos. Il me semble qu'il y a ici deux interprétations possibles. La première, c'est que chaque être humain, considéré dans son individualité, est la mesure de référence de toute chose mesurable. Le fragment serait donc l'expression du plus absolu solipsisme. Chaque individu est enfermé dans son propre monde, dans son propre mode de perception de lui-même, du monde et de ses semblables. Et il n'a aucune possibilité d'abandonner ce point de vue subjectif qui lui est propre. Pour celui-ci, cette conception devient la seule vérité possible. Il n'a aucune autre alternative à sa disposition. Bref, il est pris au piège de ses perceptions et de ses sensations. En résumé, on peut dire que c'est précisément l'interprétation qu'en donne Platon dans le Théaète. Dans la première tentative pour définir ce que peut être le savoir, Théaète prétend qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'une impression, d'une sensation. Et Socrate affirme que Protagoras a dit la même chose, mais en d'autres termes. Et il cite le principe d'homo mensura et demande à Théaète. Celui-ci soutient bien qu'en vérité, que chaque chose est bien pour moi telle qu'elle me semble être, et pour toi telle qu'elle te semble être. L'homme, ce ne peut être que toi et moi. Et Théaète accepte sans réserve. C'est dans le 152a dans le dialogue. Le dialogue creuse davantage cet raisonnement, mais je m'en tiens à cela pour l'instant. L'autre interprétation possible de l'homme, de l'homme du fragment, serait que l'homme dont parle le fragment soit l'homme en général. Et dans ce cas, le principe pourrait signifier à peu près ceci. Nous les hommes, nous évoluons dans un monde humain, un monde qui est tel qu'il est simplement parce que nous sommes tels que nous sommes. Ce que nous savons et ce que nous croyons de notre monde ne nous dit rien de certain quant aux propriétés du monde en lui-même, car nous en sommes nous-mêmes la mesure de référence. Il est fort possible que ce que nous croyons et connaissons du monde corresponde parfaitement à ce qu'il est en réalité, mais nous n'avons aucune possibilité de nous en assurer avec certitude. Et cette deuxième lecture m'apparaît comme une interprétation plus juste du contenu de ce fragment, au moins sous la forme citée par Platon. De fait, Protagoras n'utilise pas aner ou andros, les mots grecs aner ou andros, qui veut dire homme, mais uniquement anthropos, ce qui peut renvoyer à des individus en particulier, mais aussi à l'humanité dans sa globalité, y compris les femmes. Il me semble donc qu'en se référant au grec, une démarche évidente à monsieur, dans des cas comme ceci, nous soyons éclairés sur une façon possible de lire ce fragment. En plus, cela nous renseigne sur l'interprétation tendancieuse de Socrate. Celui-ci, en effet, choisit délibérément d'ignorer l'interprétation alternative, plus adaptée au terme anthropos. Cela ne pouvait guère avoir échappé aux lecteurs contemporains de Platon. Autant qu'à Théaète,
qui, de bonne grâce, accepte immédiatement l'interprétation la plus réductrice de ce terme, ce qui est, pour le moins, quelque peu étonnant. Une deuxième question se pose ici. Comment pourrions-nous intégrer le fait que l'homme puisse être un instrument de mesure? Ainsi, donc, au lieu d'uniquement poser la question de savoir quel homme, unique ou universel, constitue la mesure de toute chose, j'aimerais aussi poser la question suivante. Quelle est la mesure de l'homme? De même, il me semble que l'on puisse répondre à cette question de deux manières. Soit on se pose la question, comme un tailleur pourrait le faire, c'est-à-dire on se demande s'il s'agit des mesures de l'homme. Soit on se demande quelle mesure relève de l'homme. Certains penseront sans doute que cela revient de couper les cheveux en quatre, mais je pense en fait que nous nous trouvons ici à une croisée de chemins particulièrement important. Car si l'homme est vraiment la mesure de toute chose, il est soit en lui-même, anatomiquement, en tant qu'individu ou en tant qu'espèce, comme la référence à partir de laquelle se mesure la réalité, donc une sorte de mesure étalon, à l'image de celle esquissée par Leonardo da Vinci dans son étude bien connue, l'homme de Vitruve, vous savez. Ou bien, ce serait l'homme qui, à l'aide de quelconque mesure étalon, définirait la forme et la structure de la réalité. On a en fait encore rien dit sur cet outil de mesure que l'homme utiliserait, bien que ce même outil de mesure précède, d'une certaine manière, n'est-ce pas, la question de savoir de quel homme il s'agit dans le fragment. Car dès lors que nous analysons ce fragment à partir de son contenu, c'est l'action de mesurer qui définit si tel objet existe ou n'existe pas. Si on n'adhère pas à la thèse solipsiste de Platon, que demeure-t-il donc? Quelle peut être cette mesure commune à tous les hommes, qui constituerait notre référence propre et individuelle, en même temps que celle de toute l'humanité? Une réponse qui, je pense, aurait pu être envisagée même par Protagoras, est que le logos est la mesure de l'homme. Et ceci dans un double sens. D'une part, le logos comme outil que l'homme possède, donc un outil possédé par l'homme. Un outil qui lui sert à conceptualiser son environnement et son existence. Et d'autre part, le logos comme possesseur de l'homme, qui serait donc possédé dans tous les sens du terme par le logos. Concept, façon de penser, comportement, langage, ils sont toujours déjà là pour l'individu. Nous sommes tous nés dans un environnement où le langage, les habitudes et les coutumes nous forment. Et cela bien avant que nous sachions penser ou maîtriser à notre tour le langage et ses usages. Prenons le temps un instant de revenir à tête de Platon et à la critique de Protagoras, afin de voir plus clairement les conséquences que mon interprétation de ce principe peut entraîner. Je pense par exemple au vin, l'exemple du vin qui est suave pour celui qui n'est pas malade, mais aigre pour le malade. Et donc, selon la lecture faite par Platon du fragment, le vin de Protagoras doit être tout à la fois suave et aigre. C'est dans le 159c du dialogue. Afin que cet exemple puisse fonctionner, il est indispensable que Platon suppose que nous sachions déjà comment on descend le vin d'autres boissons.
et que les notions de suave, aigre, etc. sont déjà acquises et qu'elles ne posent aucune difficulté. Et c'est précisément à ce point que se heurte, selon moi, l'argumentation de Platon. Lorsqu'il affirme que l'enseignement de Protagoras conduit à des contradictions du genre « un seul et même vin peut être à la fois suave et aigre », il se situe dans un monde qui a déjà été mesuré à partir d'une référence commune aux deux hommes et dont il est assurément possible de parler. Sinon, la critique de Platon ne serait même pas imaginable. Dans ce monde mesuré, étalonné plus ou moins à l'identique pour les deux hommes, où nous pouvons supposer qu'ils partagent jusqu'à un certain point un seul et même logos, il est certain que même Protagoras sait que le vin ne peut être tout à la fois suave et aigre. Mais pour celui-ci, la propriété du vin ne se situe pas dans le produit lui-même, c'est-à-dire donc pas dans l'être du vin, mais relève de ce qui est possible ou impossible dans ce monde qui a toujours déjà été mesuré par le logos et qui est le moyen de communication commun entre Platon et Protagoras dans ce cas. Donc mon opposition à Platon se fonde sur la réflexion suivante. Appréhender une chose comme une chose n'est pas semblable à éprouver tout simplement une sensation. C'est dans ce cas donner un nom à cette sensation. Le vin est suave. Et donner un nom, décrire ou dessiner une expérience par quelconque moyen, c'est en même temps, en quelque sorte, la généraliser. Par entremise de la langue, qui est une des propriétés de Logos. Logos est plus que le langage. Donc, par l'entremise de la langue, les hommes particuliers rendent leur expérience accessible, en principe, à tous les autres. Expérience dont il est possible de dire qu'elle peut être partagée par le plus grand nombre, tout en étant unique pour chacun. Votre sensation de suave n'est pas la mienne, mais je comprends de quoi vous parlez. Ma proposition est donc que le logos joue un rôle fondamental et formateur, notamment en tant que trait d'union entre l'individu pris dans son unicité et l'humanité prise dans sa globalité, entre l'influence sensorielle absolument individuelle est une compréhension du monde commun à tous. Et que nous ne pourrions pas, en absence de logos, faire l'expérience de sensations comme le goût, la faim, la satisfaction, etc., et pas davantage parler l'un avec l'autre de ces sensations, ou encore moins réfléchir au rôle qu'elles jouent dans nos vies. Si on est d'accord avec cette proposition, on devrait donc pouvoir également être d'accord avec ce que je veux désigner comme étant une réinterprétation doxologique du principe de Protagoras. Voilà mon réinterprétation. Donc, c'est l'homme qui, à l'aide du logos, est la mesure de toute chose. Il n'y a pour l'homme que ce qui peut être évoqué, réfléchi ou appréhendé comme quelque chose. Ce qui ne peut être évoqué, réfléchi et appréhendé comme quelque chose n'existe pas pour l'homme. Donc je viens maintenant à la deuxième partie de cet exposé. Je vais utiliser le handout maintenant. Il est temps de voir comment on peut préciser et approfondir cette perspective qui pose l'homme comme la mesure de son monde. Je quitte donc l'Antiquité pour me tourner vers des temps plus récents. L'un des tout premiers théoriciens qui, au XXe siècle, a cherché à évaluer la connaissance à partir de cet angle protagorien et doxique
c'est le médecin et le microbiologiste Ludwig Fleck. Dans une étude de 1935 intitulée « Genèse et développement d'un fait scientifique, introduction à l'enseignement du style de pensée et du collectif de pensée », celui-ci précise le noyau de ce qui a dominé la conception et la construction de la connaissance dans les sciences humaines et les belles-lettres vers la fin du XXe siècle. En tant que précurseur de Thomas Kuhn et de son concept de paradigme, et plus indirectement des pensées de Michel Foucault sur la connaissance comme résultat du discours et de formation discursive, Fleck apparaît comme l'un des penseurs du XXe siècle parmi les plus importants du champ théorique de la connaissance et de la science. Dans sa théorie comparative de la connaissance, Fleck ne considère pas la relation de la connaissance comme une simple relation entre un individu à la recherche de la connaissance, un objet est un objet à connaître, c'est-à-dire une relation de type A, C que P. Non, il le voit autrement. Et c'est la première citation sur le handout là. Donc il précise son point de vue de la façon suivante. Une théorie de la connaissance ne doit pas considérer l'acte cognitif comme une relation binaire entre sujet et objet, entre celui qui connaît et ce qui est à connaître. Parce qu'il est un facteur fondamental de toute nouvelle connaissance, l'état du savoir du moment doit être le troisième terme dans cette relation. Les liens historiques empruntent un style que l'on trouve au sein du savoir. Les liens historiques empruntent d'un style que l'on trouve au sein du savoir qui témoigne donc d'une interaction entre ce qui est connu et des connaissances en cours d'élaboration. Ce qui est déjà connu influence l'art et la manière dont sont élaborées les nouvelles connaissances. Les connaissances en cours d'élaboration élargissent, renouvellent et donnent un sens nouveau à ce qui est déjà connu. C'est pourquoi l'acte cognitif n'est en aucun cas le processus individuel d'une conscience théorique existant de toute façon. C'est le résultat d'une activité sociale, puisque l'état des connaissances du moment dépasse les limites imposées à un individu. Fini la citation de Fleck. Du fait, tout comme le point de vue protagorien et doxique sur la connaissance que j'ai esquissé il y a un instant, Fleck estime que la connaissance n'est ni totalement individuelle, ni uniquement sociale, mais le résultat d'un procédé qui implique trois éléments. L'individu qui cherche la connaissance, la situation épistémique, sociale, historique, discursive, qui a contribué à modeler la connaissance actuelle de l'individu, et enfin, ce qui constitue le centre d'intérêt de la connaissance, l'objet. Cependant, Fleck dispose d'autres ressources conceptuelles pour appréhender le fonctionnement de la connaissance. Là où Protagoras s'est satisfait du logos, Fleck est bien plus explicite. Ainsi exprime-t-il à propos de l'expérience. C'est la deuxième citation. L'expérience doit être comprise comme un état intellectuel extrêmement complexe, reposant sur des interactions entre ceux qui connaissent, ce qui est déjà connu, et ce qui est à connaître. L'acquisition de savoir-faire physique et psychologique, l'accumulation d'une certaine quantité d'observation et d'expérimentation, la capacité de remodeler des concepts engendre un grand nombre de facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés par la logique formelle. Et donc, parmi les outils développés par Fleck pour étudier l'acte de connaissance, on note les concepts essentiels de collectif de pensée, de style de pensée, et de même que connexion active et passive. À l'aide de ces concepts, Fleck redéfinit aussi bien les faits que le concept de vérité, dans un sens tout à fait doxologique.
C'est la raison pour laquelle je me souhaite m'attarder un instant sur ces outils. Donc, un style de pensée est caractéristique d'un collectif de pensée qui, à son tour, constitue la condition nécessaire à l'émergence d'un style de pensée, puisque le style est porté par le collectif. Est-ce qu'une semblable circularité conceptuelle nous apprend quelque chose du tout? Absolument, je dis. À mes yeux, cette circularité est une force de concept de Fleck. En effet, cela met l'accent autant sur les aspects historiques du discours, donc le style, que sur les aspects socio-historiques, le collectif, de la connaissance. Elle montre que ceci constitue un ensemble indissociable, des aspects socio-historiques avec les aspects discursifs. Donc. Comparé à la notion foucauldienne d'épistémé, ou à celle de paradigme développée par Thomas Kuhn, qui cherchent toutes deux à saisir la manière dominante de penser, de connaître et d'argumenter propre à une époque ou à une discipline, le style de pensée apparaît comme un concept manifestement local et peu englobant. Tout collectif de pensée développe son propre style. Et un collectif de pensée peut être constitué autant à partir de connexions occasionnelles et éphémères entre deux individus que de rassemblements des hommes et des femmes davantage établis, structurés, voire dans certains cas aussi institutionnalisés. Et Fleck écrit encore, c'est la troisième citation. Comme tout style, le style de pensée renvoie à la fois à un état d'esprit particulier et au travail qui permet de donner corps à cet état d'esprit. Une disposition d'esprit a deux aspects étroitement imbriqués. Une aptitude à ressentir de manière sélective et une autre d'agir de manière correspondante et dirigée. Elle crée les expressions qui lui sont adéquates. Religion, science, art, coutume, guerre, etc. Nous pouvons donc définir le style de pensée comme une perception dirigée associée à l'assimilation intellectuelle et factuelle correspondante de ce qui a été ainsi perçu. Un peu compliqué comme définition. Le style de pensée est caractérisé par les points communs des problèmes qui intéressent un collectif de pensée, par le jugement de ce dernier considéré comme allant de soi, par les méthodes qu'il applique pour élaborer les connaissances. Le style de pensée est éventuellement accompagné par le style technique et littéraire du système de savoir concerné. Donc si vous connaissez les œuvres de Foucault, vous trouvez des ressemblances assez fortes entre ce que dit Fleck et Foucault sur ce point. Donc, pour chaque style de pensée, certaines connexions des connaissances ou circonstances épistémiques apparaissent comme passifs, c'est-à-dire certaines évidentes, authentiques, des faits qui existent tout simplement, tandis que d'autres sont aperçus comme actifs, des connexions actives, c'est-à-dire conventionnelles, apparaissant davantage comme le résultat d'une volonté humaine à comprendre et à concevoir. Cependant, le moment actif, le moment relatif au sein de notre connaissance se dissimule sous le couvert d'une prétendue objectivité, de sorte que nous restons inconscients de la façon dont notre connaissance est active en réalité. Fleck écrit encore, c'est la 4e citation. Établir une connaissance signifie donc, pour l'instant, établir des résultats indubitables à partir d'hypothèses fiables. Les hypothèses correspondent aux connexions actives et forment la partie collective de l'acte cognitif. Les résultats indubitables reproduisent les connexions et forment ce qui est ressenti comme la vérité objective. Nous ne percevons que ce que, à partir de notre formation, de notre expérience et de notre vécu pratique,
nous sommes en mesure de percevoir. Un débutant qui fait une observation au microscope ne peut pas distinguer ce qu'un chercheur averti ou expérimenté aura appris à percevoir. Cependant, le processus qui conduit un débutant à devenir un chercheur accompli ne consiste pas à former celui-ci pour voir tout ce qu'il y a à voir. Non, mais à observer ce qu'il est censé de voir dans ce qu'il y a à voir. Il est donc question d'un processus qui conduirait à écarter ce qui est considéré comme impropre et en même temps à organiser l'expérience selon les normes d'un style. Un individu subit toujours la contrainte d'un style, d'une pensée auquel il est simplement impossible de résister. Le style de pensée représente pour nous un monde, est une conception du monde, une vérité objective. Cependant, cette vérité objective ne peut être confondue avec quelconque corrélat objectif avec un grand O. Au contraire, celle-ci est décomposée en lien entre le mouvement historique et collectif des idées. L'idée d'objectivité ici, c'est constitué à l'intérieur des connaissances humaines. Ce n'est pas une idée d'objectivité en correspondance avec une objectivité qui est neutre, qui est indépendante de tout homme. Mais il est donc décomposé en lien entre les mouvements historiques et collectifs d'idées. Donc il est maintenant temps de laisser le style pour le collectif. Si on peut dire que le style de pensée est avant tout l'expression de dimensions discursives de logos, le collectif de pensée est, quant à lui, représentatif de dimensions non discursives, ce qui peut se comprendre comme un comportement juste, une action sensée, normale et ordinaire. Le Fleck écrit encore, c'est la 5e citation. Ce qui est cependant plus important, c'est le caractère exclusif du contenu de chaque collectif de pensée. Pour chaque profession, chaque domaine artistique, pour chaque communauté religieuse et chaque domaine de pensée, il existe une période d'apprentissage pendant laquelle on trouve une suggestion purement autoritaire qu'il est impossible de remplacer par une construction intellectuelle, rationnelle de manière générale. Chacun de nous s'inscrit dans plusieurs collectifs de pensée. Ce temps d'apprentissage que chacun d'entre eux exige, c'est le temps d'apprentissage que chacun d'entre eux exige qui nous permet d'acquérir un langage, une vision du monde, des habitudes, des coutumes, des représentations, des valeurs et des attitudes que nous mettons ensuite en œuvre et que nous transformons, développons, critiquons ou affermissons durant notre existence. Les collectifs de pensée nous modèlent, nous façonnent, nous enfantent. Selon Fleck, les collectifs de pensée sont les vrais acteurs du champ de la connaissance. Et en plus, pour Fleck, ce qui est vrai ne peut jamais être défini comme une correspondance avec le monde tel qu'il est. Non, écrit-il, ce qu'il est vrai n'est qu'une solution formulée dans un style conforme envers un problème. Et il parle de la vérité dans la citation numéro 6 de Handout. La vérité n'est pas relative, certainement pas subjective dans le sens populaire du mot. Elle est toujours, ou presque toujours, entièrement déterminée à l'intérieur d'un style de pensée. On ne peut jamais dire que la même pensée est vraie pour A et fausse pour B. S'il appartient au même collectif de pensée, alors la pensée est pour tous les deux soit vraie, soit fausse. S'il appartient à des collectifs différents, alors ce n'est tout simplement pas la même pensée, car elle n'est pas claire pour l'un des deux
soit elle est comprise dans une manière différente par chacun d'entre eux. De même, la vérité n'est pas une convention, mais dans une perspective historique, un événement de l'histoire de la pensée, et dans ces connexions du moment, une force contraignante s'exerçant sur la pensée conforme à un style. Fleck n'est donc pas à la recherche d'une vérité absolue métaphysique, et il n'a pas davantage pour ambition de substituer un problème de métaphysique par un autre. Non. De son point de vue, il n'est jamais question d'établir des ruptures radicales ou de limites absolues entre les divers styles de pensée ou les collectifs de pensée afin d'établir des incontestables vérités. Au contraire, les styles et les collectifs se situent, comme nous l'avons vu, dans une interaction permanente aux multiples aspects, aussi bien au plan historique que dans le contexte social contemporain. En plus, les mêmes individus peuvent appartenir à plusieurs collectifs de pensée et peuvent ainsi communiquer par différents modes au sein de multiples styles de pensée. Les limites évoquées par Fleck sont socialement et épistiquement efficaces. Il s'agit de frontières qui ont des répercussions sociales et historiques concrètes dans notre monde. Évoquer la vérité ne consiste donc pas à s'interroger simplement sur la manière dont on peut juger la valeur de vérité, vraie ou fausse, d'une proposition, par exemple. La vérité relève de notre conception du monde et de nous-mêmes. Et c'est une question de vie et de mort qui interroge notre manière même de penser. Je viens en citation 7. Comme il appartient à une communauté, le style de pensée collectif subit le renforcement social caractéristique de toute structure sociale et est sujet à un développement indépendant. Il devient une contrainte pour les individus, il détermine ce qui ne peut pas être pensé autrement. Des époques entières vivent alors sous la domination de cette force contraignante exercée sur la pensée. Et aussi longtemps que notre état d'esprit ne crée pas un autre style de pensée et une autre échelle de valeur. Ce que décrit Fleck ici correspond bien à la définition protagorienne du concept doxa. Le lien étroit entre communauté sociale et communauté de pensée. Le marquage contre l'impensable, la changeabilité, les liens incontournables entre vérité, savoir et valeur de la pensée. L'inertie. La doxa intègre ce que Fleck appelle les contraintes de pensée. Un mot sur l'inertie. L'inertie, comme contrainte de pensée, est tout à la fois la condition et un problème pour la vérité et la connaissance. Sans inertie, un style de pensée ou un collectif de pensée ne pourrait jamais se produire. Cependant, cette inertie freine, neutralise et parfois même arrête tout changement. Et il existe ainsi un type particulier d'inertie qui est fréquemment évoqué comme le fondement même de notre savoir, qui peut servir pour vérifier les propositions et les pensées. Donc je parle des faits. Un fait, qu'il soit scientifique ou ordinaire, disons, constitue un élément passif de notre connaissance. Donc un fait apparaît toujours comme évident, naturel, incontestable et authentique. Un fait n'apparaît pas comme une fiction, ni comme une création humaine. Il est comme il est, indépendamment de nous. Les faits s'opposent à nos spéculations. Les faits sont nécessaires pour vérifier nos hypothèses. Les faits construisent le monde. Fleck écrit dans la huitième et dernière citation de Fleck, dans un passage très riche, il écrit « Dans le domaine d'élaboration de savoir, l'abysso d'une résistance qui s'oppose à l'exercice libre et arbitraire de la pensée s'appelle fait. Le complément d'un collectif de pensée revient de droit à cet abysso de résistance,
car chaque fait entretient une relation trinomique avec le collectif de pensée. 1. Chaque fait doit se situer dans la ligne des intérêts intellectuels de son collectif de pensée, car la résistance n'est possible que là où existe une quête. 2. La résistance doit fonctionner en tant que telle dans le collectif de pensée et doit être transmise à chacun de ses membres comme une contrainte de pensée et une forme ressentie directement. Et 3. Le fait doit être exprimé dans le style de pensée du collectif de pensée. Le fait défini comme un vaisseau de résistance d'un collectif de pensée comprend toute l'échelle de types possibles d'observation. Du cri de douleur poussé par l'enfant qui, d'une manière ou d'une autre, se cogne fortement, en passant par les hallucinations d'un malade jusqu'au système complexe de séance. Et donc, dans le petit livre de Fleck, on trouve une étude accomplie des conséquences de ce que j'appelle ici une conception protagorienne de la connaissance. Cependant, Fleck n'est évidemment pas le seul à aller dans ce sens. En France, Gaston Bachelard a défendu à la même époque des principes qui donnèrent naissance à l'ossature de l'épistémologie historique. Et à peine une vingtaine d'années plus tard, juste dans l'après-guerre, les idées comme celles de Fleck commencèrent à se généraliser parmi les sciences. Et donc j'arrive à mon conclusion. Donc je parlais maintenant de Protagoras, de Fleck, d'une perspective doxologique c'est donc, comme je disais au début, la lecture que j'ai faite, c'est des lectures constructives afin de les aligner un peu dans ma direction à moi, donc dans une doxologie et une théorie rhétorique de la connaissance. Et la conclusion est donc, je me pose la question, quelles sont les conséquences majeures pour une rhétorique philosophico-anthropologique de traiter nos connaissances dans le cadre d'une doxologie formée dans le sillage de Protagoras et Fleck plutôt que dans une épistémologie analytique? D'abord, une conséquence, c'est qu'on ne peut plus penser ou définir la vraie connaissance que comme connaissance discursive, comme on l'a fait dans la tradition épistémologique et on fait toujours dans l'épistémologie anglo-saxonne. Donc, plus de définition de la connaissance de ce type. C'est donc ma traduction de la façon typique d'analyser la connaissance dans l'épistémologie anglo-saxonne, dans l'épistémologie. Et donc, plus d'analyse ex que P, ça veut dire que X croit que P, X est justifié dans sa croyance que P, et P est vrai. Et P, évidemment, c'est une proposition, ça peut être n'importe quoi, ça peut être qu'il pleut, ça peut aussi être que le baleine est un poisson qui pose tous autres problèmes, mais je laisse à côté. Mais donc, X est un être humain et P une proposition. D'un point de vue doxologique, ce type d'analyse n'est pas suffisant pour plusieurs raisons, notamment parce que savoir est beaucoup plus que croyance justifiée de P. Il faut incorporer aussi bien les aspects discursifs comme les aspects pratiques et corporels, et pour le dire clairement, aussi politiques et idéologiques, et social. Donc, comme montre bien l'analyse que je fais de Fleck, comment la connaissance est formée dans les collectifs et les pensées. Et je pense que c'est d'ailleurs indispensable aujourd'hui, et plus que jamais, que de défendre l'autonomie des champs et disciplines scientifiques. Parce que ces dernières années, on a vu une sorte de désespoir se répandre dans les académies face à la force de l'économie néolibérale qui essaye de transformer chaque savoir en marchandise
et d'évaluer nos connaissances uniquement à l'échelle de rentabilité. J'espère que la doxologie puisse contribuer à donner une compréhension des processus de formation de connaissances et aussi de l'impossibilité de réduire les connaissances à seulement des marchandises qui peuvent se vendre, afin de pouvoir les contrer de manière efficace. Une autre conséquence d'adopter une perspective doxologique, c'est qu'il n'y aura plus de distinction tranchante entre connaître que, donc en anglais know that, et connaître comment, the know how en anglais. Connaître que, c'est toujours aussi savoir comment penser, argumenter, agir, donc savoir comment penser, argumenter et agir dans certaines situations et contextes. Et connaître comment, c'est également savoir que ceci, mais pas cela, c'est une connaissance, ou un fait, ou vrai, ou la bonne manière de penser ou agir dans une situation spécifique, etc. Et ceci implique à son tour que l'on ne peut pas séparer les pratiques qui produisent nos connaissances, des connaissances qu'elles sont produites. Par exemple, pour itérer du savoir d'un texte, il faut que l'on possède la compétence requise, le cas minimal savoir lire. Et cette compétence relève d'une pratique. Donc, il faut être bien conscient de tout ce qui est pratique dans notre connaissance pour bien produire les résultats théoriques aussi. Et donc, il faut accepter que nos connaissances font partie de nos compétences, font partie de nos connaissances, et vice-versa, même si cela risque de brouiller les analyses. C'est pourquoi, d'ailleurs, nos connaissances ont besoin des institutions, des traditions, des éducations, des usages et des coutumes. Cette perspective implique aussi que toute connaissance, par le fait d'être humaine, est aussi irrévocablement plus ou moins intéressée. Le critère de nos connaissances ne pourra plus être le vrai ou l'objectif, au sens traditionnel de ces mots. Mais l'intéressant étant donné les exigences et les intérêts relatifs à la connaissance dans des domaines spécifiques. Ainsi avec la conception de la vérité. Ce qui est vrai n'est pas vrai en vertu d'une correspondance quelconque, mais en vertu d'agréger, to fit, avec tout ce qu'on prend pour vrai, pour donner, pour des faits, etc., dans un certain domaine. Donc, avec le doxa du domaine. Bon, je vous remercie.